Pour mes 68 ans, mon fils, sa femme et mes petits-enfants m'ont offert une boîte cadeau vide. Puis ils ont ri, me traitant de vide et de tétine. Ils pensaient être drôles, se moquant de la vie tranquille que j'avais bâtie. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que la blague était pour eux, et le vrai cadeau que j'étais sur le point de leur offrir serait une leçon qu'ils n'oublieraient jamais. Avant de nous replonger, n'oubliez pas de vous abonner pendant que vous écoutez. Et dites-nous en commentaire d'où vous nous écoutez. Maintenant, respirez et écoutez attentivement. Voici mon histoire. Ils m'ont donné une boîte vide pour mes 68 ans. La pluie d'avril battait un rythme solitaire contre la fenêtre de ma cuisine au lac Bleu. Pendant 40 ans, cette maison, ce doux murmure, avait défini ma vie. Moi, Éléonore Mercier, autrefois professeure de maths au lycée, je vivais désormais dans un silence qui, souvent, ressemblait à un vide immense et résonnant. Dans 3 jours, j'aurai 68 ans. Mon thé Earl Grey, la sonnerie stridente du téléphone brisa le silence. Un numéro inconnu. Madame Mercier, Patricia du salon de beauté au l'éclat du lac Bleu, pour confirmer votre rendez-vous de 10h demain. Je n'en avais pas pris. J'ai failli la corriger, mais une étrange impulsion m'a retenue. Pourquoi pas une petite ondulation dans l'étang immobile de mes jours? Oui, je me suis entendu dire. Je serai là. À l'étage, mon placard contenait des rangées de vêtements pratiques aux couleurs discrètes. Au fond, une robe bleu ciel scintillait. Armand me l'avait offerte. « Ça va avec tes yeux », avait-il dit. 10 ans qu'il était parti, une crise cardiaque subite. Parfois, sa présence persistait encore dans chaque recoin de cette maison, une douleur constante. Sa photo se tenait sur la cheminée. « Tu penses qu'ils viendront, Armand ?» ai-je murmuré. Eux, mon fils, Marc, 42 ans, sa femme, Cécile, mes petits-enfants, Chloé, 16 ans, et Léo, 12 ans. 3 mois depuis Noël, notre dernière réunion gênante. L'irritation de Cécile, la distance de Marc, les enfants rivés à leur téléphone. C'était une piqûre familière. Marc, autrefois mon inséparable petit garçon, existait maintenant de l'autre côté d'un gouffre qui s'élargissait. J'avais mis ma vie en lui. Devoirs, match de football, histoire du soir. Armand plaisantait sur mon amour féroce. Puis le lycée apporta de mauvaises fréquentations, une chute des notes, un rictus de mépris. L'université le fit mûrir, puis vint Cécile, belle, ambitieuse, avec une acuité. Leur mariage fut un spectacle somptueux. Même alors, Cécile avait clairement indiqué, la famille de Marc était désormais sa famille. Après la mort d'Armand, le pont qui nous unissait s'effondra. Les visites de Marc se firent plus rares. Ses appels pressés. L'année dernière, pour mon anniversaire, seul un SMS laconique de Cécile. « Joyeux anniversaire, Éléonore. Occupé. Appelle bientôt. » Ils ne l'ont jamais fait. La pluie s'intensifia. J'ai frotté, aspiré, poli. Le travail incessant émoussait la douleur de mon monde rétrécissant. Ma vie confinée à ses murs. Mon unique fils indifférent. Mes petits-enfants devenant des étrangers. J'ai sorti de vieux albums photos, cherchant le moment où tout avait mal tourné, ne trouvant qu'une lente et silencieuse érosion. Puis, un coup soudain. Claire, ma voisine, une vraie amie, se tenait sur le perron, abritant un récipient de soupe de poulet aux vermicelles fumantes. « Ça sent la journée à soupe », annonça-t-elle, ses 72 ans portés, avec une vibrante défiance. « Je me doutais que tu ne cuisinerais pas. » Claire, veuve comme moi, mais entourée d'un cortège animé d'enfants et petits-enfants. Nous nous sommes installés dans la cuisine. Les yeux de Claire pétillaient. « Tu as décidé comment tu allais fêter ça ?»« J'espère, avec ma famille, » répondis-je, l'espoir mince.
Il faut juste les convaincre. Claire renifla. Tu leur laisses trop de choses, Éléonore. Moi, je leur aurais dit leurs 4 vérités depuis longtemps. Je soupirai. Ils sont tout ce que j'ai. Elle me serra la main. Tu t'as, Éléonore. Et c'est beaucoup. Souviens-toi de ça. Après le départ de Claire, je suis restée près de la fenêtre. Claire avait raison. Je les avais laissés faire. Une froide détermination me poussa. J'ai pris le téléphone, composé le numéro de Marc. Il n'a pas répondu tout de suite. Puis, sa voix, sèche. « Maman, il y a un problème ?» Comme si mon appel était une imposition. « Non, rien, » dis-je, forçant le calme. « Je voulais juste te rappeler que vendredi, c'est mon anniversaire. Je pensais que toi, Cécile et les enfants pourriez passer. » Une pause étouffée, les murmures cinglants de Cécile en arrière-plan. « Écoute, maman, » dit-il finalement, plus déterminé. « Nous avons beaucoup à faire vendredi. Cécile a une grosse présentation. Chloé a une répétition de pièces. Et Léo ? Je comprends. » L'interrompis-je, la douleur familière à la poitrine. Ce n'est pas grave. Peut-être ce week-end. Une autre pause. Plus de murmures. En fait, la voix de Marc s'éclaircit. On pourrait passer vers 14 heures, vendredi. Pour quelques heures. Un soupir me coupa la gorge. Vraiment, c'est merveilleux, Marc. Je suis tellement excitée. Je ferai peut-être quelque chose de spécial. Qu'est-ce que Léo aime ? Chloé est-elle toujours végétarienne ? Maman ! Son irritation monta. Pas besoin de faire quelque chose de spécial. On te félicitera, on te donnera un cadeau, et on partira. Journée chargée. Bien sûr, je comprends. Acceptai-je rapidement, désespérée de ne pas laisser cette rare opportunité s'envoler. Quand cela vous arrange. D'accord. Son ton s'adoucit presque imperceptiblement. On sera là vers 14 heures. Après l'appel, une énergie nerveuse me traversa. Ils viennent. Pas par obligation, mais pour mon anniversaire. Malgré ces mots, je cuisinerai. Des lasagnes aux aubergines, les préférées de Marc, un gâteau aux noix de pécan et au chocolat, une salade végétarienne, des cookies aux pépites de chocolat. Les jours suivants s'estompèrent dans les préparatifs. Le salon, une nouvelle coupe, une nouvelle blouse bleu ciel, la maison, impeccable. Claire m'aida, ses blagues sur Cécile ajoutant une légèreté nécessaire. « Tu es trop gentille avec eux, Éléonore, » avait-elle dit. Je l'ai toujours été. Mon anniversaire. Je me suis réveillée avant l'aube. Le soleil, une mince lueur d'espoir, promettait une journée claire. Bon signe. Je me suis habillée, me suis maquillée légèrement. Pour la première fois depuis des années, je me sentais visible, vivante. À midi, tout était prêt. Lasagnes au four, gâteaux, salade, cookies. Un petit vase contenait des fleurs de printemps. Vers 13 heures, les nerfs à vif. Et s'ils ne venaient pas, je me préparais au pire. Puis, une voiture dans l'allée. Ils sont là. À 14 heures, la sonnette retentit. J'ai pris une grande inspiration et j'ai ouvert la porte. Joyeux anniversaire, maman. L'étreinte raide de Marc, son parfum cher. Bonjour, Éléonore. Le sourire froid de Cécile. Chloé, le téléphone à la main. Léo, maussade. Une piqûre familière de déception, vite ravalée. Entrez. Tellement heureuse de vous voir. Je les fis entrer. Ça sent bon, dit Marc. Puis, je t'avais dit de ne pas cuisiner. Juste des lasagnes, répondis-je, les guidant vers la cuisine. Les yeux de Cécile balayèrent mon salon. Vous n'avez jamais rénové ? Marc et moi pourrions vous aider avec un designer. Tout a l'air si démodé. J'aime ma maison telle qu'elle est, dis-je. Tant de souvenirs. C'est précisément pourquoi vous devez tout changer, murmura Cécile. Je l'ignorais. Nous nous sommes assis dans le salon. La conversation se flétrit. Mes questions ne rencontraient que des réponses monosyllabiques.
On mange ?» suggérai-je. À table, la tension se détendit légèrement. Marc fit l'éloge des lasagnes. Chloé concéda que la salade n'était pas mauvaise. Léo en reprit. Cécile picorait son assiette. « Comment ça va l'école, Chloé ?» demandai-je. « Ton père a dit que tu étais dans la pièce de théâtre ?» Chloé me regarda comme un meuble. « Oui. Juliette. La première est dans 2 semaines. » « Merveilleux. J'adorerais la voir. Peut-être pourrais-tu m'y emmener ?» Les yeux paniqués de Chloé volèrent vers Cécile. « Je crains que non, Éléonore. Seulement 4 billets. Pour nous et mes parents. Vous savez à quel point Chloé est proche de mamie Élise. »« Bien sûr. » hochai-je la tête, le visage rougi. « Je comprends. » Je me tournai vers Léo. « Le football, Léo? Tu joues toujours ? » « Plus maintenant. » marmonna-t-il. « Maintenant, c'est la natation. »« Ah bon? Je ne savais pas. Merveilleux. Armand était un excellent nageur. » Marc gonfla de fierté. « Léo a obtenu une bourse pour un camp d'été. C'est merveilleux. J'adorerais te voir en compétition. » Léo haussa les épaules. « La saison prochaine, peut-être. » dit Marc, incertain. « La saison prochaine. Toujours l'avenir. Jamais le présent. » L'espoir en moi se tarit. « À qui veut du gâteau ?» demandai-je en me levant. « Chocolat aux noix. »« Régime !» coupa Cécile. « Léo doit faire attention à son poids. Je pourrais en manger un morceau. » s'écria Léo. « Un petit !» concéda Cécile. « Entraînement supplémentaire. » Tandis que je coupais le gâteau, Marc me tira à part. « Maman, on ne peut pas rester longtemps. Cécile a une réunion à 17h. Les enfants aussi. » Mon cœur se serra. Moins d'1 heure. « Bien sûr, je comprends. J'apprécie que vous soyez passés. » De retour à table, Cécile rangea son sac. Chloé, sur son téléphone. Léo picorant son gâteau. « Il est temps de partir », annonça Marc. « D'abord, un cadeau. » Cécile sortit une boîte soigneusement emballée de son sac. « Joyeux anniversaire, Éléonore. » Son sourire froid immuable. Nous l'avons choisi en famille. Je l'acceptais, une lueur d'espoir. « Ouvre-la !» insista Marc, un étrange éclat dans les yeux. Je dénouai le ruban, soulevai le couvercle. La boîte était vide, complètement vide. Je regardais Marc, perplexe, m'attendant à une blague. Alors ils rirent, tous les 4, fort, sans retenue, cruellement. « Tu es juste aussi vide !» s'étouffa Marc. « Une boîte vide pour une femme vide, parfaitement assortie !» Cécile essuya des larmes de joie cruelle. Chloé filmait mon visage. Léo gloussa, scandant. « Tétine, Tétine !» Je me suis figée, la boîte vide dans mes mains. Ma famille, se moquant de moi, m'humiliant le jour de mon anniversaire. Marc ? Ma voix, étrange. Qu'est-ce que ça veut dire ? Oh maman, ne fais pas cette tête. C'est juste une blague. Tu as toujours été si sérieuse. Une blague ? Quelque chose en moi se brisa, puis quelque chose de froid, de dur, monta. La colère. Vous êtes venu pour mon anniversaire pour me donner une boîte vide et me traiter de tétine ? C'est une blague ? Ne sois pas si dramatique, Éléonore, interjeta Cécile, toujours souriante. L'humour familial. L'humour familial ? Ma voix était glaciale. Nous avons des compréhensions radicalement différentes de ce qu'est une famille. Le sourire de Cécile s'éteignit. Marc arrêta de rire, voyant mon visage. « Maman, ne le prends pas personnellement. On voulait juste s'amuser. Je n'ai pas demandé ça, dis-je. Allez, mamie. » Gémit Chloé. « Ne sois pas si rabat-joie. » Je me levai, lentement, la boîte froissée, serrée fermement. « Je pense que vous devriez partir, » dis-je, doucement mais fermement. « Tu as une réunion importante, Cécile. Je ne voudrais pas que tu sois en retard. » Ils se regardèrent, stupéfaits. Ils s'attendaient à des larmes,
à des supplications. Pas à cette dignité silencieuse et glaciale. « On t'appellera ce week-end », dit Marc, hésitant. « Ne vous donnez pas la peine », dis-je, et je fermai la porte. Je m'adossai à la porte, écoutant leur voiture s'éloigner. Ce n'est que lorsque le son s'estompa que je glissai au sol, la boîte vide toujours entre mes mains. Tétine. Il me voyait vide, inutile. 40 ans d'enseignement, le foyer que j'avais créé, le fils que j'avais élevé, rien. Les larmes vinrent enfin, chaudes et brutes. Je ne sais pas combien de temps j'ai sangloté. Quand elles se séchèrent, je me levai, les genoux douloureux. La vieillesse n'était pas seulement des rides. C'était la douleur après s'être assise par terre. Je débarrassai la table, machinalement. Lasagnes intactes, gâteaux intouchés, preuve de mon humiliation. Je jetai la nourriture, fis la vaisselle, essuyai la table. Les gestes automatiques maintenaient mon esprit vide. Dans ma chambre, je m'assis sur le lit. Le miroir reflétait une vieille femme aux yeux rougis par les larmes, portant la blouse bleu ciel. Tétine. Le mot résonnait. Tétine. Tétine. Non, je n'étais pas une tétine. J'étais Éléonore Mercier, et je méritais mieux. La douleur ne disparut pas, mais la colère s'y joignit. Une colère tranquille et froide. Une décision. Je ne les laisserai plus jamais me traiter ainsi. Je sortis mon agenda, y trouvant un numéro que je n'avais pas composé depuis des années, Maître Dubois, l'avocat d'Armand, 19h. Mais j'appelais. Maître Dubois à l'appareil. « Bonjour, Robert. C'est Éléonore Mercier, la veuve d'Armand Mercier. J'ai besoin de votre aide. Mon testament. D'autres affaires juridiques. Madame Mercier. Bien sûr, je me souviens. Que puis-je faire? Je dois vous voir demain. 10h. C'est très urgent. Je veux changer mon testament. Et une autre chose. Très bien, Madame Mercier. Je vous attends. J'ai raccroché, prenant une profonde, tremblante inspiration. Quelque chose s'était achevé, aujourd'hui. Mais quelque chose de bien plus profond venait de commencer. Je ne serais plus une ardoise vide, ignorée, moquée. Ils me pensaient vide, sans valeur. Eh bien, je leur montrerai. J'ai jeté la boîte froissée à la poubelle et retiré ma blouse d'anniversaire. Cet anniversaire était le dernier que je passerais à attendre leur attention, leur amour. Je n'attendrai plus. Et ce n'était que le début de la façon dont tout allait changer. Vous êtes-vous déjà retrouvés à la croisée des chemins, où le chemin derrière vous n'offrait que douleur, et celui devant, bien qu'incertain, promettait la féroce libération de l'estime de soi? Le bureau de l'avocat ressemblait à une voûte, gardant des vérités oubliées. Maître Dubois, toujours svelte avec sa barbe soigneusement taillée, me rencontra avec un air surpris. « Madame Mercier, bien sûr, je me souviens de vous. Asseyez-vous, je vous en prie. » Je m'enfonçai dans le fauteuil en cuir. « Merci de me voir si urgemment, Robert. Cela concerne mon testament. » Je sortis un dossier. « Vous rappelez-vous quand Armand est décédé? Il m'a laissé toutes ses propriétés. » Maître Dubois hocha la tête. « En effet, Monsieur Mercier était un homme très fortuné. Outre votre maison et vos économies, il y avait des parts importantes d'entreprises, un portefeuille d'investissement et ce terrain privilégié au bord du lac. Exactement, confirmai-je. Et nous avions choisi de ne pas en révéler l'ampleur totale à Marc. Il ne connaissait que la maison et un petit compte bancaire. C'était votre décision, me rappela Maître Dubois. Vous vouliez qu'il réussisse par lui-même. Mon esprit revint à la suggestion désinvolte de Marc de vendre la maison ou d'emménager avec eux après le décès d'Armand. Son soulagement subtil quand je parlais de mes modestes économies. J'avais cru le protéger, bâtir son héritage pour plus tard. « Madame Mercier !» La voix de Robert me ramena à la réalité. « Souhaitez-vous révéler l'héritage maintenant ?»« Non !» déclarai-je, secouant la tête. « Tout au contraire, je veux changer le testament.
Je racontais l'humiliation choquante d'hier. La boîte vide, le rire cruel, le mot « tétine ». Le visage de Maître Dubois devint sombre. C'est scandaleux, inacceptable. Hier n'était pas le premier incident. Admettais-je, ma voix se durcissant. Juste la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Maintenant, je veux déshériter Marc entièrement. Il haussa un sourcil. C'est une lourde décision. Êtes-vous sûr? Mon regard s'endurcit. Absolument. Je ne veux pas que lui ou sa famille touchent un centime de l'argent d'Armand. Il ne le mérite qu'à pas. L'air était lourd de conséquences. J'avais tant bâti en silence pour eux, pour être finalement jugé vide. Maintenant, la vraie partie était sur le point de commencer. Mais à quel point ce secret, une fois révélé, bouleverserait-il leur monde? Je ne veux pas qu'ils touchent un centime de l'argent d'Armand. Les mots pesèrent lourd, faisant taire l'élégant bureau. Maître Dubois se pencha en arrière, son regard fixe. « C'est une décision importante, Madame Mercier. Êtes-vous absolument certaine? » « Absolument, » confirmai-je, ma voix ferme. « Il ne le mérite pas. » Mon esprit revoyait des années de négligence. Fêtes oubliées, appels téléphoniques ignorés, annulation de dernière minute. Ce n'était pas seulement la boîte vide, c'était la mort à petit feu, les rappels constants que j'étais un fardeau. Cela a commencé bien plus tôt. Confiai-je, mon regard lointain. Marc et Cécile avaient toujours clairement établi leurs priorités. Leur mariage somptueux, une mère d'étrangers, où Cécile avait subtilement imposé sa mainmise sur la vie de Marc, écartant son ancienne famille. Plus tard, les pics subtils sur mes vêtements démodés, le refus de Cécile de laisser Chloé voir ma pièce, les rejets désinvoltes de Marc concernant la natation de Léo. Il me voyait comme un fardeau, une relique fanée. Maître Dubois écoutait, son expression passant de la surprise à une profonde compréhension. Je vois, ce n'est pas une décision impulsive. Non, Robert, c'est l'aboutissement d'années de manque de respect. Il hocha la tête. Légatement, vous en avez tout à fait le droit. Mais votre fils pourrait le contester après votre décès, en alléguant une influence indue ou une capacité diminuée. Que suggérez-vous? Demandai-je, ma détermination intacte. Il esquissa un plan. Une clause dans le testament déshéritant quiconque le contesterait, même s'il gagnait en justice. Et un examen médical indépendant pour confirmer ma pleine capacité mentale. Nous ferons tout le nécessaire, déclarai-je. Ma voix avait un calme glaçant. Il y a une dernière chose, continuai-je, sortant un autre document. La propriété au bord du lac. Je veux la vendre. Les sourcils de Maître Dubois se levèrent. Le bien préféré d'Armand? Vous avez toujours dit que vous le gardiez pour les petits-enfants. Les temps changent, Robert, répondis-je, fixant son regard surpris. Mes petits-enfants aussi ont changé. Ou plutôt, ils ont été élevés à croire que leur grand-mère et ses cadeaux ne valèrent rien. L'ironie était amère, mais libératrice. Cette terre, autrefois symbole d'un rêve familial, alimenterait désormais le mien. Mais à quelle vitesse pourrais-je réellement transformer cet atout en un nouveau départ? Et quelles ondes imprévues cela enverrait-il dans leur vie privilégiée? Je préférerais utiliser cet argent d'une autre manière, déclarai-je, les mots résonnant d'une clarté nouvelle. Je veux acheter une nouvelle maison, dans une autre ville, peut-être même une autre région. Commencer une nouvelle vie. Maître Dubois se pencha en arrière dans son fauteuil en cuir, m'étudiant attentivement. « Vous avez vraiment bien réfléchi, n'est-ce pas, Madame Mercier ?»« Oui. » Hochai-je la tête, soutenant son regard sans ciller. « J'ai passé toute la nuit à réfléchir. Je suis fatigué d'être une victime. Il est temps d'agir. » Il commença à prendre des notes, sa plume crissant sur le papier. « Très bien.
Je m'occuperai du Nouveau Testament immédiatement. Quant à la vente de la propriété au bord du lac, cela prendra du temps. Nous devrons évaluer sa valeur, trouver un acheteur. Mais vu l'emplacement, cela ne devrait pas poser de problème. Armand avait adoré cette terre, rêvant d'y construire une maison d'été pour ses petits-enfants. Maintenant, ce n'était plus qu'un actif. Combien de temps cela prendra-t-il ? Insistai-je. L'urgence dans la voix. L'homologation quelques jours. La vente de la propriété ? Peut-être quelques semaines, voire des mois si nous voulons le meilleur prix. Et si nous n'attendons pas un meilleur prix ? Demandai-je. Si nous devons vendre rapidement ? Maître Dubois marqua une pause. Dans ce cas, nous pourrions y arriver en 2 ou 3 semaines. J'ai des clients qui pourraient être intéressés, bien que le prix serait inférieur à la valeur marchande. Cela me convient. Hochai-je la tête. Le plus tôt sera le mieux. Alors que notre rencontre se terminait et que je me levais pour partir, Maître Dubois demanda « Madame Mercier, comptez-vous informer votre fils de votre décision ?» Un sourire subtil et entendu effleura mes lèvres. « Oui, Robert, mais pas encore. Je veux que tout soit prêt d'abord. Le Nouveau Testament, la propriété vendue, l'argent sur le compte. Ensuite, j'aurai une petite surprise pour ma famille. » Il hocha lentement la tête, une lueur de compréhension dans ses yeux. En rentrant chez moi, je m'arrêtai chez Claire. J'avais besoin de mon amie. Elle ouvrit la porte, vêtue d'une robe aux couleurs vives, un masque facial scintillant sur sa peau. « Éléonore !» s'exclama-t-elle surprise. « Je ne t'attendais pas aujourd'hui. Entre, mais ne fais pas attention à ma journée beauté. » Nous nous installâmes dans sa cuisine. Claire retira son masque, nous versa du thé et apporta des biscuits. « À la tête que tu fais ?» demanda-t-elle. « Il y a quelque chose qui se prépare. » Je racontais l'humiliation choquante d'hier, la boîte vide, le rire cruel qui résonnait encore à mes oreilles. Puis, je détaillai ma visite chez Maître Dubois, ma décision de déshériter Marc et sa famille, et mon projet de vendre la propriété au bord du lac pour financer une nouvelle vie. Les yeux de Claire s'écarquillèrent, un mélange de choc et d'approbation. « Bien fait pour toi !» s'exclama-t-elle enfin. « Je savais que tu en avais dans le ventre. Tu aurais dû les remettre à leur place il y a des lustres. » Son soutien fervent réchauffa quelque chose de profond en moi. « Mais es-tu sûre pour le testament quand même ?» Le front de Claire se plissa. « Après tout, c'est ton fils, tes petits-enfants. »« Je suis sûre. » La coupai-je, ma voix inébranlable. « Il ne mérite pas un centime. Que l'argent aille à ceux qui en ont vraiment besoin. Et quitter le lac bleu ?» insista-t-elle. « Tu es sérieuse pour ça ?»« Je suis absolument sérieuse, » affirmai-je. « Il y a trop de souvenirs ici, bons et mauvais. J'ai besoin d'un nouveau départ. » Claire remua son thé pensivement. « Tu sais, » songea-t-elle, « ma sœur vit à Nice. C'est une belle ville, un climat doux, l'océan. Elle me harcèle pour que je déménage là-bas depuis des années. Peut-être devrions-nous toutes les deux y penser ?» Mes yeux s'écarquillèrent d'incrédulité. « Tu veux venir avec moi ? » ?»« Pourquoi pas ?» haussa-t-elle les épaules, une lueur malicieuse dans les yeux. « Mes enfants sont dispersés aux 4 coins du pays. Mes petits-enfants ne viennent qu'une fois par an à Noël. À mon âge, il est temps de penser au climat doux et aux nouvelles expériences. De plus, elle se pencha confidentiellement. « Je ne veux pas rater le spectacle que tu vas offrir à ton fils ingrat. Je ris pour la première fois depuis des jours. Un rire franc et joyeux. Ce sera un spectacle inoubliable, je te le promets. » Nous passâmes l'après-midi à discuter de nos projets, à comploter la grande révélation. Un dîner, soi-disant pour la réconciliation, où je lancerai la bombe. Tu devrais voir leur visage quand tu leur diras que tu as vendu le terrain et réécrit le testament. Claire se frotta les mains. « Oh, je paierais pour un billet pour ce spectacle.
Tu auras une place au premier rang, promis-je, sentant une vague de puissance. Donne-moi juste le temps de tout préparer. Ce soir-là, je m'assis dans l'ancien bureau d'Armand, entouré de ses livres et de ses papiers. Je regardais sa photo encadrée sur le bureau. « Que dirais-tu, Armand ?» murmurai-je à voix haute. « Approuverais-tu ma décision ?» Armand avait toujours été plus gentil, plus tolérant, plus indulgent. Peut-être m'aurait-il conseillé de leur donner une autre chance. Mais je savais, avec une certitude ancrée, au plus profond de mes os, qu'il y avait des moments où je devais me faire passer en premier. Et c'était ce moment-là. Je commençais à faire une liste mentale. Ce que je prendrais avec moi dans ma nouvelle vie, ce que je garderais, ce que je donnerais à mes amis, ce que je laisserais simplement derrière moi. C'était une sensation étrange, mais profondément libératrice. Comme si je me débarrassais du lourd fardeau du passé, me préparant à sauter dans l'inconnu. Mon plan de rétribution commença à se solidifier. Je donnerais à Marc et à sa famille ce qu'ils méritaient vraiment. Rien. Une boîte vide. Et cela, réalisai-je, serait ma meilleure et la plus profonde des vengeances. Le goût amer de l'humiliation d'hier se transforma en la certitude vivifiante d'un futur que je contrôlais seul, soulevant la question: que faut-il vraiment pour redéfinir sa propre valeur après des années de sacrifices silencieux? 3 semaines s'étaient écoulées depuis mon anniversaire. Chaque jour, une marche tranquille et méthodique vers la libération. Mon emploi du temps devint un tourbillon de réunions, avec Maître Dubois, des évaluateurs, des agents immobiliers, des banquiers. Chaque document signé, chaque somme calculée, ressemblait à une brique posée dans les fondations de mon nouvel avenir. Les appels peu fréquents de Marc étaient de bref. Peu enthousiastes, je répondais poliment, mais les gardais courts, percevant ses tentatives de jauger mon état émotionnel, ses sondes subtiles pour déceler un quelconque changement dans ma nouvelle résolution. Il ne mentionna jamais l'héritage. Un aveu silencieux de la distance glaciale qui nous séparait désormais. Le terrain au bord du lac se vendit étonnamment vite. L'entreprise, désireuse de développer des chalets de luxe, offrit un bon prix, sans hésitation. L'argent, une somme substantielle, reposait maintenant sur mon compte, attendant son heure. Le Nouveau Testament fut rédigé, signé et certifié, décrivant méticuleusement la réorientation de l'héritage d'Armand vers diverses œuvres de bienfaisance, vers la fondation des enseignants du Lac Bleu, la bibliothèque municipale, le refuge pour animaux. Pas un sou ne toucherait Marc ou sa famille. J'avais même passé l'examen médical indépendant, confirmant ma pleine capacité mentale, Maître Dubois s'assurant que toute faille juridique était fermée. Tout argument d'influence indue, préempté. Une nouvelle demeure m'attendait. Une petite mais chaleureuse maisonnette à Nice, à seulement 2 pâtés de maison de chez la sœur de Claire. L'offre fut acceptée. Il ne restait plus que les dernières formalités, le virement des fonds. Tout était prêt pour la conclusion dramatique que j'avais orchestrée. Vendredi soir, j'appelai Marc. Sa voix, lorsqu'il décrocha enfin, révéla une nette surprise. « Maman, il y a un problème ?»« Bonjour Marc, » dis-je, en gardant ma voix égale, sans aucune trace de la tension qui bouillonnait en moi. « Rien ne va mal. Je voulais juste vous inviter tous à dîner dimanche. » Il y eut une pause, lourde de son hésitation muette. Je l'entendais presque jeter un coup d'œil vers Cécile, lui demandant silencieusement son avis, pesant l'inconvénient contre l'inconnu. « Dimanche ?» dit-il enfin. « Je ne sais pas, maman. On a beaucoup à faire. Et les enfants, c'est important, Marc. » interjetai-je, laissant une once de vulnérabilité se glisser dans mon ton. « Je veux m'excuser pour mon comportement à mon anniversaire. J'ai réagi de manière inappropriée à votre blague. Et j'ai des nouvelles que j'aimerais discuter avec toi en personne. » Un autre silence.
Les rouages tourbillonnaient dans son esprit. Il essayait de décider si perdre un dimanche soir avec sa vieille mère valait le gain potentiel. « D'accord, » concéda-t-il finalement. « On viendra. 18h. 18h, ce sera parfait, » confirmai-je. Un tranquille triomphe gonflant en moi. « Je ferai le dîner. Ne vous donnez pas la peine, maman. On mangera avant. »« J'insiste, » dis-je, ma voix ferme. « Ce sera un dîner spécial. » Après l'appel, j'ai immédiatement sonné Claire, qui accourut, le visage illuminé d'une excitation à peine contenue. « Tu penses que je devrais porter la robe noire ?» demanda-t-elle, fouillant dans mon placard. « Comme un enterrement, pour leurs espoirs. » Je ne pus m'empêcher de sourire à son enthousiasme. Le noir serait trop dramatique, mais quelque chose de décontracté. Je ne veux pas qu'il se doute de quoi que ce soit avant le dernier moment. « Tu as raison, » approuva Claire, une étincelle dans les yeux. L'effet de surprise est primordial. Nous avons passé le samedi à préparer, méticuleusement. Ce n'était plus pour eux, plus maintenant. C'était pour moi. Mon triomphe, ma dernière représentation sur la scène de leur vie. À 18h dimanche, tout était prêt. La table dressée avec la plus belle porcelaine d'Armand, des fleurs fraîches et un festin. Dinde, purée, salade, tarte aux pommes. Chaque plat que Marc aimait enfant. Le dernier dîner que je leur ferai jamais. Claire arriva à 17h, radieuse dans une simple robe beige, un maquillage éclatant et une nouvelle coiffure. « Tu es magnifique », lui dis-je en serrant mon amie dans mes bras. « J'aurais acheté une nouvelle robe pour un tel événement. » Répondit-elle avec un clin d'œil. « Ce n'est pas tous les jours que l'on voit la justice être rendue. » La sonnette tinta à 18h précise. Je pris une grande inspiration, ajustai le col de ma blouse et me dirigeai vers la porte. Marc, Cécile et les enfants se tenèrent sur le seuil, habillés un peu trop formellement pour un dîner de famille décontracté. Mes mots sur les conversations importantes les avaient clairement incités à prendre la visite plus au sérieux que d'habitude. « Entrez », dis-je en souriant et en m'écartant. « Je suis si contente que vous ayez pu venir. » Alors qu'ils entraient dans le salon, leurs yeux se posèrent sur Claire et leurs corps se tendirent visiblement. « Claire !» Marc haussa un sourcil. Je ne savais pas que nous aurions d'autres invités. Claire, mon amie la plus proche, était là à ma demande. La scène était prête, l'audience réunie. Mais pourrait-il jamais vraiment comprendre le scénario glaçant qui allait se dérouler? Ou serait-il à jamais aveugle aux conséquences de leur propre négligence? « Claire est mon amie la plus proche », déclarai-je, ma voix inébranlable. Le visage de Marc se crispa. « Et elle est là à ma demande. S'il vous plaît, asseyez-vous. Le dîner est presque prêt. » La tension dans la pièce s'épaissit, palpable. Marc et Cécile échangèrent des regards rapides et inquiets. Ils ne s'attendaient pas un public pour la conversation importante que j'avais promise. Claire, quant à elle, s'installa dans un fauteuil. Un sourire subtil, presque imperceptible, jouant sur ses lèvres, ses yeux brillants d'anticipation. Nous nous sommes dirigés vers la table à manger. La mise en place, avec la plus belle porcelaine d'Armand et des fleurs fraîches, était magnifique. Mais l'atmosphère restait tendue. J'ai tenté de briser la glace, posant des questions sur leur travail, l'école, leurs projets d'été. Mes questions se heurtaient à des réponses sèches, des sourires forcés et de rapides coups d'œil à leur montre. Ils étaient clairement impatients, attendant mes excuses suggérées, la grande nouvelle qu'ils anticipaient. Leur fin n'était pas celle de la nourriture, mais celle d'une forme de contrôle, d'un rétablissement de la dynamique familière où je jouais la victime. Après le plat principal, avant le dessert, j'ai décidé que le moment était venu.
J'ai essuyé mes lèvres avec une serviette, rencontrant le regard avide de Marc, puis le sourire expectant, presque indulgent, de Cécile. « Marc, Cécile !» commençai-je ma voix claire. « Je vous ai invité ici aujourd'hui parce que je tenais vraiment à m'excuser. » Cécile se détendit visiblement, un air suffisant et entendu se lisant sur son visage. Marc hocha la tête, un léger sourire en coin. Enfin semblait dire son expression. Elle retrouve la raison. « Je dois m'excuser, » continuai-je, les regardant droit dans les yeux, « de vous avoir laissé me traiter avec irrespect toutes ces années, de ne pas vous avoir remis à votre place lorsque vous avez montré de l'ingratitude pour la première fois, d'avoir supporté votre manque de respect si longtemps. C'est ma faute, et je l'admets. » Le sourire de Cécile se figea. Le front de Marc se plissa, le sourire en coin remplacé par la confusion. « Maman, de quoi parles-tu ? » Si c'est à propos de la boîte, ce n'était qu'une blague. On pensait que tu comprendrais. « Oh, j'ai compris. » Hochai-je la tête, ma voix tombant à un murmure, mais portant un poids glaçant. « J'ai compris bien plus que vous ne le pensez. J'ai réalisé que je ne représente rien pour vous. Je ne suis rien à vos yeux. Et vous savez quoi ? J'ai fait la paix avec ça. Mais il y a autre chose que vous devez savoir. » Je me levai lentement de la table, chaque mouvement délibéré, contrôlé. Je me dirigeai vers le secrétaire dans le salon, en retirai un dossier, et revins. Marc et Cécile me regardaient, leur impatience antérieure remplacée par une inquiétude naissante. Chloé, étonnamment, leva même les yeux de son téléphone. Léo, cependant, semblait toujours indifférent, piochant dans son gâteau intact. « Marc !» commençai-je, ma voix inébranlable. « Savais-tu que lorsque ton père est mort il y a 10 ans, il m'a laissé toutes ses propriétés ?» Marc me fixa, les yeux écarquillés, une lueur de choc véritable traversant son visage. « Oui, bien sûr !» balbutia-t-il. « La maison et quelques économies. » Cécile se pencha en avant, soudain rigide d'un intérêt intense. « Pas seulement ça !» corrigeai-je, secouant la tête. « Ton père était un homme très prospère, Marc. En plus de cette maison, il m'a laissé près de 2 millions de dollars en actions, un portefeuille d'investissement d'un demi-million et un terrain de premier choix au bord du lac. » Les chiffres restèrent en suspens dans l'air, une révélation choquante. La mâchoire de Marc tomba. Les yeux de Cécile, d'ordinaire si froids, brûlaient maintenant d'une avidité brute. « Pendant tout ce temps, continuai-je, je vous ai caché l'étendue de mon héritage. Sais-tu pourquoi ? » Marc était sans voix, complètement abasourdi. « Maman, je... » commença-t-il. Mais je levai une main, le réduisant au silence. « Je voulais que tu réussisses par toi-même, et je comptais tout vous transmettre, à toi et à tes enfants, en temps voulu. » La déclaration les frappa avec la force d'un coup physique, une vision de richesse perdue. Pendant tout ce temps, j'ai vécu modestement, économisant, préservant cet héritage pour la prochaine génération. Mais après votre cadeau pour mon anniversaire, j'ai longuement réfléchi et j'ai pris une décision. J'ai vendu la propriété au bord du lac. « Quoi ?» hurla Marc, bondissant de sa chaise. Un cri primitif et brut de trahison. « Tu n'avais aucun droit. Mon père l'a acheté pour ses petits-enfants. » Son visage, autrefois maîtrisé, était maintenant un masque d'outrage pur et sans mélange, son monde basculant violemment, irrévocablement. Quel geste choquant et désespéré ferait-il pour récupérer ce qu'il estimait lui revenir de droit, maintenant que son illusion soigneusement construite d'héritage gisait brisée à ses pieds. « Tu n'avais aucun droit !» hurla Marc, le visage tordu. « Mon père l'a acheté pour ses petits-enfants. » L'air crépitait de son indignation brute. Son monde, une illusion soigneusement construite, venait de voler en éclats violemment.
J'avais tous les droits, répondis-je calmement, ma voix d'acier. Le terrain était enregistré à mon nom et j'en ai tiré un très bon prix. 1 200 000 $. Un silence stupéfait. Le visage de Cécile, d'ordinaire si composé, pâlit, sa bouche légèrement entr'ouverte. Marc recula, se tenant la tête. 1 200 000 $? Oh mon Dieu! Où est passé cet argent? La moitié est allée à la fondation des enseignants du Lac Bleu et à la bibliothèque municipale, déclarai-je, observant leur visage. Une partie a financé la bourse Armand Mercier pour les étudiants en ingénierie. Je fis une pause, laissant les mots s'enfoncer. Et avec le reste, j'ai acheté une nouvelle maison à Nice, où je déménage le mois prochain avec Claire. Je hochai la tête vers mon ami, qui regardait avec un amusement mal dissimulé, un petit sourire entendu. La pièce était absolument immobile. Marc semblait avoir reçu un coup de poing. Cécile resta assise, figée, les yeux écarquillés d'incrédulité et d'une fureur naissante. Chloé, pour la première fois de la soirée, leva les yeux de son téléphone, me fixant. Déconcerté. Seul Léo semblait plus perplexe que choqué, le front plissé. « Mais ce n'est pas tout », continuai-je, sortant un autre document du dossier. « J'ai aussi changé mon testament. Selon la nouvelle version, tous mes biens, cette maison, mes comptes bancaires, mes actions, mes investissements, iront à ces organisations caritatives à ma mort. Vous ne recevrez rien. »« Tu ne peux pas faire ça !» hurla Cécile, bondissant de sa chaise, sa voix un cri rauque et désespéré. « C'est injuste !»« Injuste ?» levai-je un sourcil, un calme glaçant dans ma voix. Était-ce juste de m'ignorer pendant des années? Était-ce juste de se moquer d'une femme âgée le jour de son anniversaire? Était-ce juste d'élever vos enfants à manquer de respect à leur grand-mère? Nous n'avons jamais, commença Marc, la voix étranglée. Ne mens pas, Marc, l'interrompis-je, mon regard inébranlable. Ni à toi-même, ni à moi. Vous faites cela depuis des années. Petites humiliations, commentaires désobligeants, rendez-vous annulés. Vous m'avez fait réaliser que je ne suis rien à vos yeux. Eh bien maintenant vous savez que vous n'êtes rien dans mon testament. Marc changea brusquement de tactique, sa voix devenant douce, mielleuse. Maman, écoute, nous nous sommes mal conduits. Cette blague était stupide et cruelle. Nous l'avons réalisée. Nous voulons faire amende honorable, être plus proche de toi. Donne-nous une chance. C'est trop tard, Marc. Secouai-je la tête, la lassitude dans ma voix profonde. Je vous ai donné des milliers de chances au fil des ans. Vous les avez toutes gâchées. C'est à cause de toi! Cécile se tourna soudainement vers Marc, le visage tordu de rage. Ton idée stupide avec la boîte, je t'avais dit que c'était trop. Mon idée? Marc était scandalisé. C'est toi la première à avoir dit que tu ne voulais pas dépenser pour un cadeau. Mais ce n'est pas moi qui ai eu cette blague stupide. Cécile criait déjà. 2 millions de dollars. Et tu as tout gâché. N'ose pas me blâmer, cria Marc en retour. C'est toi qui as toujours monté les enfants contre mamie. C'est toi qui as toujours trouvé des raisons pour ne pas lui rendre visite. Ils continuèrent à crier, inconscients de ma présence, leur vraie nature pleinement exposée à des gens mesquins, avides, égoïstes, se déchirant pour ce qu'ils avaient perdu. Chloé se mit à pleurer, et Léo resta assis, la tête baissée, souhaitant que la terre l'engloutisse tout entier. Mon cœur saignait pour mes petits-enfants. Ce n'était pas de leur faute si leurs parents les avaient élevés ainsi. Assez! Ma voix, soudain ferme et forte, coupa leur frénésie. Ils se figèrent, réduits au silence. Je vois clair en vous. Vous ne vous souciez pas de mon bien-être. Vous ne vous souciez que de l'argent. Eh bien, maintenant, vous savez qu'il n'y en aura pas. Jamais. Tu vas le regretter.
Cécile gronda entre des dents serrées. « Nous contesterons le testament. Nous prouverons que tu as perdu la tête. Vous pouvez essayer. » Souris-je, un pli froid et entendu sur mes lèvres. Mon avocat a pensé à tout. Il y a une clause dans le testament stipulant que quiconque tente de le contester est automatiquement disqualifié de tout héritage, même si le tribunal leur donne raison. De plus, j'ai fait un examen médical indépendant confirmant toutes mes facultés. Tous les documents sont en règle. Vieille mégère. Cécile s'étouffa de colère. « C'est ce que tu es !» acheva Marc pour elle, me regardant avec une haine pure. Toujours été contrôlante, manipulatrice, exigeante. Papa t'a supporté par pitié. Il m'a dit qu'il regrettait son mariage. C'était un coup bas, destiné à blesser, à ternir la mémoire d'Armand. Mais j'étais prête. Ton père n'aurait jamais dit une telle chose, Marc, déclarai-je, ma voix inébranlable. Il m'a aimée jusqu'à son dernier jour. Et je l'ai aimé. Notre mariage était un mariage heureux. La seule chose que nous regrettions tous les deux, c'est à quel point tu as changé quand tu as rencontré Cécile. Comment tu l'as laissé détruire notre famille. « N'ose pas me blâmer !» hurla Cécile. « C'est toi qui es toujours en train de fouiner dans nos vies, toujours à essayer de nous dire quoi faire. Je voulais juste faire partie de votre vie, » dis-je calmement. « Être une grand-mère pour mes petits-enfants. Mais vous avez rendu cela impossible. Et maintenant, nous récoltons tous les fruits. »« Allons-y !» Marc saisit la main de Cécile. « On s'en va, les enfants, en voiture !» Chloé, pleurant encore, se précipita dehors. Léo suivit, mais à la porte, il s'arrêta, se retournant. « Mamie ?» Sa voix était petite, incertaine. « Je ne me moquais pas de toi. Maman a dit que c'était la bonne chose à faire. »« Léo !» cria Marc. « Monte en voiture, maintenant !» Le garçon me lança un dernier regard déchirant, puis sortit. J'entendis la porte d'entrée claquer, puis le moteur de la voiture démarrer. Ils s'éloignèrent. Le son de leur départ un écho final et creux. Claire et moi restâmes assises à table, entourées du dîner intact, un lourd silence s'installant entre nous. « Quel spectacle !» dit enfin Claire, se servant du vin. « Ils ont montré leur vrai visage, n'est-ce pas ?» Oui, ils l'avaient fait. Et tandis que les échos de leurs accusations s'éteignaient, leur vrai visage, exposé dans la colère et l'avidité, révélait-il une douleur plus profonde que toute perte financière? Le silence qu'ils laissèrent derrière eux était plus lourd que leurs accusations. Et pourtant, en son sein, une liberté différente commençait à respirer. « Quel spectacle !» dit Claire, rompant le silence. J'acquiesçais, le vide cédant à une ferme résolution. Ils ont montré leur vrai visage. Il a essayé de me blesser, murmurai-je, et y est parvenu un peu. Mais cela ne me brisera pas. Nous avons débarrassé la table, chaque mouvement un petit acte de reconquête. Je les ai perdus, admettais-je. Ils se sont perdus eux-mêmes, Éléonore, corrigea Claire, son bras chaud. Tu as défendu ta dignité. Je m'accrochai à ces mots. Une nouvelle vie, murmurai-je. Claire resta. Armand aurait été fier, dit-elle. Il n'aurait jamais laissé personne traiter sa femme comme ça. Il serait fier que tu aies tenu bon. Je dormis profondément. Le lendemain matin, une légèreté m'accueillit. Claire et moi avons planifié notre déménagement. Tu penses qu'ils appelleront ? Demanda Claire. Marc, peut-être, haussai-je les épaules. Pour l'argent. Ma colère était une triste quiétude. Je le prendrai, dis-je, mais ma décision est finale. 2 semaines plus tard, Nathalie apparut, bouquet à la main, feignant le remords. Éléonore, je suis venue m'excuser. Je pris les fleurs, ne l'invitai pas à entrer. Cela ne changera rien. Elle supplia de laisser ses enfants connaître leur grand-mère.
Ses mots sonnaient sincères, mais ses yeux étaient froids, calculateurs. « Nathalie, dis-je fermement, c'est trop tard. Je déménage à Nice. Ma décision concernant l'héritage est maintenue. » Son masque tomba. Vieille femme égoïste, qu'en est-il de leur avenir? Cela dépend de toi et de Marc, rétorquai-je. Des valeurs que vous leur inculquez, pas de l'argent après ma mort. Hypocrite, hurla-t-elle. Marc a raison. Son père a regretté de t'avoir épousée. Au revoir, Nathalie. Je la raccompagnai à la porte. L'avidité les aveuglait. Les jours s'estompèrent dans le départ. « Adieu, Armand », murmurai-je dans notre chambre. « Je t'ai aimé ici, et je t'aimerai partout où j'irai. » Claire attendait dans la voiture. « Prête ? Aussi prête que je ne le serai jamais, » répondis-je. Notre maison à Nice dépassa les attentes. Confortable, jardin-terrasse, vue sur les montagnes, près de la mer, à 2 pâtés de maison de la sœur de Claire, Élise. « Bienvenue au paradis, les filles !» s'exclama-t-elle. Première semaine, découverte, de nouveaux amis. Philippe Bertrand, un ancien professeur de littérature gentil et aux yeux vifs, me rappelait Armand. « Vous avez enseigné les maths ?» demanda-t-il. Nous avons partagé des livres, des concerts, des après-midi tranquilles. Marc appelait moins. Les conversations étaient brèves, formelles. Aucune mention d'héritage. « Es-tu heureuse là-bas, maman ?» demanda-t-il une fois, sincère. « Oui, Marc, » répondis-je. « Je le suis. »« Alors je suis heureux pour toi. » Trop de choses avaient changé. Les mois passèrent. Je trouvais mon rythme. Bénévolat, jardinage, art. Claire s'épanouit, vibrante, libre. « Il n'est jamais trop tard pour profiter de la vie », fit-elle un clin d'œil. Surtout quand on est libre du passé. J'étais libre. Je vivais au présent. Puis, 1 an après mon déménagement, une lettre de Chloé. Je la fixais, hésitante. « Allez !» me pressa Claire d'un coup de coude. Je l'ouvris. « Chère mamie, je ne sais pas si tu liras cette lettre ou si tu la jetteras. Je ne t'en voudrais pas. Mais je dois écrire. Je réalise maintenant à quel point nous t'avons horriblement traité. Surtout moi. J'ai été égoïste, impolie, ingrate. Cet anniversaire, cette boîte vide. J'ai honte. Aucune excuse. Beaucoup de choses ont changé. Les parents se disputent. Papa rejette la faute sur maman. Maman sur papa à propos du testament. J'ai trouvé de vieux albums photos. Papa bébé. Toi et papy, jeunes et heureux. Papa a l'air différent. Qu'est-ce qui nous est arrivé? Je termine mes études. Je pars à Montpellier pour faire de la psychologie. Je veux comprendre pourquoi on blesse ceux qu'on aime. Je ne sais pas si tu peux me pardonner. Nous pardonner. Mais je veux que tu saches que je réalise à quel point nous avons eu tort. Je suis vraiment désolée. Si tu souhaites reprendre contact, je serai heureuse. Je comprends si ce n'est pas le cas. Je t'embrasse, ta petite fille, Chloé. Des larmes, de soulagement, une âme capable de grandir. Qu'est-ce que c'est? Demanda Claire. Je lui tendis la lettre. Vas-tu répondre? Oui, hochai-je la tête. Mais pas tout de suite. Le lendemain, Philippe et moi marchions sur la plage. Je lui ai parlé de la lettre de Chloé. Le pardon est une chose extraordinaire, a-t-il dit. Il te libère. Ça ne veut pas dire revenir en arrière. On peut pardonner et quand même fixer des limites saines. Il avait raison. Je leur avais pardonné. J'avais trouvé la paix. Mais pas de retour. Une semaine plus tard, j'ai écrit à Chloé. « Chère Chloé, ta lettre m'a profondément touchée. Merci pour ton courage. Je ne te garde aucune rancune. Tu étais une enfant, suivant des adultes. Ça a fait mal, mais je savais que tu ne comprenais pas. Je suis contente que tu étudies la psychologie. Ton expérience pourrait être un atout. Qu'est-ce qui est arrivé à notre famille? Nous avons perdu de vue ce qui est important. L'attention, le respect,
l'amour inconditionnel. Les blessures se sont devenues un mur. J'ai trouvé une nouvelle vie ici. Des amis, de la joie. J'ai appris à m'apprécier, à fixer mes limites. Un long voyage, mais qui en valait la peine. Je ne retournerai pas au lac bleu. Ma décision concernant l'héritage est maintenue. Mais nous pouvons avoir une relation. Si tu le souhaites, nous pouvons repartir à zéro, selon de nouvelles conditions. Aucune attente. Juste deux femmes liées par le sang. Ma porte t'est ouverte à Nice. Appelle ou écris. Sache que je t'aime. Je t'ai toujours aimé. Et je t'aimerai toujours. Affectueusement, ta mamie, Éléonore. Je scellai la lettre. Je ne savais pas si Chloé répondrait. Cela n'avait pas d'importance. J'étais enfin en paix. Sur ma terrasse, la journée était claire, chaude. Des montagnes, l'océan. Les roses fleurissaient. La vie continuait. Une nouvelle vie, bâtie sur des ruines. J'étais Éléonore Mercier, 69 ans, qui avait appris à s'apprécier, à dire non au manque de respect et à repartir de zéro. Et j'étais heureuse. Vraiment, profondément heureuse. Vous êtes-vous déjà retrouvée dans un endroit où lâcher prise était la seule façon de trouver votre véritable moi? Et en le faisant, avez-vous découvert une paix que vous n'auriez jamais cru possible? Partagez vos réflexions ci-dessous. Votre voix compte vraiment pour nous. Et si cette histoire a résonné en vous, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus de récits de résilience et de